Bonjour, je suis Laurence Grenois, gestionnaire carrière, affectée à la gestion des agents contractuels au centre de gestion depuis 2019. Bonjour, je m'appelle Alice Grandin. C'est la deuxième année que je travaille au centre de gestion. Suite au changement de service de ma collègue, depuis septembre 2023, je suis à 100% sur la gestion des agents contractuels. Donc nous allons évoquer différents thèmes qui nous semblaient importants à vous partager, dont les principales différences entre un agent contractuel et un fonctionnaire, les droits et obligations de l'agent, les différents types d'emploi d'un agent contractuel, les modalités de recrutement, les mentions obligatoires du contrat, où nous verrons les visas, les contrats les plus fréquents, la période d'essai, ainsi que la radiation des effectifs. Nous continuerons sur l'entretien professionnel, la commission consultative paritaire, et ensuite nous terminerons par un quiz. Les principales différences entre un agent contractuel et un fonctionnaire. Un agent contractuel peut occuper un emploi, permanent ou non, alors qu'un fonctionnaire occupe un poste de manière permanente. Un contractuel n'a pas de déroulé de carrière, étant donné qu'il n'appartient pas à un cadre d'emploi, donc n'a pas d'évolution indiciaire, tandis qu'un agent fonctionnaire a un déroulé de carrière, c'est-à-dire que tout au long de sa carrière, l'agent va pouvoir bénéficier par exemple d'avancement d'échelon, de grade, de promotion interne, etc. Concernant le recrutement, un agent contractuel est recruté par voie directe, tandis qu'un fonctionnaire peut être soit recruté par voie directe, donc recruté sur l'échelle C1, soit par voie de concours. Et pour terminer, un agent fonctionnaire possède un cadre d'emploi, à savoir que les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale sont rassemblés dans des filières qui correspondent à des domaines d'activité. Ils relèvent d'une catégorie hiérarchique. Chaque fonctionnaire est titulaire dans son cadre d'emploi d'un grade et dans ce grade d'un échelon. Pour rappel, dans la fonction publique territoriale, nous comptons 8 filières qui sont réparties dans 3 catégories. Catégorie A, catégorie B et catégorie C. Concernant les catégories A et B, elles correspondent à différents grades qui donnent lieu à différents échelons. La catégorie C est divisée en 3 échelles. Chaque échelle correspond à des grades qui donnent lieu également à différents échelons. Par exemple, l'échelle C1, il y a le grade d'adjoint d'animation. Échelle C2, adjoint d'animation principale deuxième classe. Échelle C3, adjoint d'animation principale première classe. Sur notre site internet, nous avons mis en ligne les échelles indiciaires dans chaque catégorie. Donc, il vous suffira d'aller dans Gestion des carrières, Notes et documents. Cliquez sur Rémunération et ensuite cliquez sur le plus sur Échelle indiciaire et vous verrez apparaître les différentes échelles indiciaires. Passons maintenant sur les droits et obligations de l'agent. À savoir qu'un agent contractuel a les mêmes obligations qu'un fonctionnaire et possède la plupart de leurs droits. Donc nous allons voir 4 droits et 4 obligations, dont le droit à un dossier individuel, le droit à la rémunération, le droit au congé et à la formation. L'autorité territoriale doit constituer un dossier pour chaque agent. Il est constitué de pièces administratives, du recrutement à la radiation des effectifs de l'agent, tels que les contrats, les avenants, les arrêtés, les entretiens professionnels et les documents administratifs. Pour rappel, un avenant permet de modifier des éléments du contrat, les deux parties doivent signer, tandis qu'un arrêté, c'est un acte administratif unilatéral. Il ne requiert pas le consentement de l'agent, par exemple en cas de congé maternité, maladie, etc. C'est l'autorité qui prend sa décision au vu du fait constaté. Concernant le droit à la rémunération d'un agent contractuel est fixée librement par l'autorité sur la base d'indices de la fonction publique. À savoir qu'un agent contractuel ne doit pas voir sa rémunération augmenter plus vite que celle d'un fonctionnaire. Le décret du 15 février 1988 précise les éléments à prendre en compte par l'autorité afin de fixer le montant de rémunération. Cela dépend des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent et d'expérience.
La rémunération est réévaluée minimum tous les 3 ans lors de l'entretien professionnel. Pour cela, il faut que l'agence doit soit être recruté sur un contrat projet, soit en CDI, soit en CDD permanent et qu'il ait accompli 3 ans en continu. Certaines situations peuvent engendrer une suspension de la rémunération, telles que la grève de l'agent, l'exclusion temporaire de fonction, l'absence de service fait, ainsi que le placement en congé sans traitement. Les droits au congé. Donc nous verrons les congés annuels, le congé maternité et paternité et le congé parental. Pour les congés annuels, donc c'est les mêmes obligations que les fonctionnaires, c'est 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine sur une année civile. En cas de démission d'un agent et qu'il n'a pas pu prendre ses congés annuels pour nécessité de service ou raison médicale, cet agent peut bénéficier d'indemnités compensatrices. Le congé maternité, c'est les mêmes conditions également que les fonctionnaires. Et donc l'agent est rémunéré par la collectivité et ses indemnités journalières seront versées par la CPAM. Donc voici un tableau récapitulatif de la durée totale du congé maternité. Pour le congé paternité, l'agent bénéficie de 25 jours calendaires maximum, dont 4 jours à poser à la suite du congé de naissance, qui est lui de 3 jours. Les 21 jours calendaires restants, l'agent peut les prendre soit en continu, soit en fractionné. Mais il a jusqu'aux 6 mois de l'enfant pour prendre ce restant de congé. Sinon, ce sera des congés perdus. Ce congé est rémunéré en totalité. En cas de naissance multiple, donc c'est le même fonctionnement, sauf que l'agent pourra bénéficier de 32 jours calendaires. Passons au congé parental. Le congé parental permet à l'agent de cesser temporairement son activité pour élever son enfant. Il est accordé en cas de naissance, d'adoption ou si vous êtes tuteur d'un enfant de moins de 16 ans. Ce congé est autorisé par période de 2 à 6 mois renouvelables et pour cela, il faut que l'agent justifie d'au moins 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou de l'arrivée de l'enfant. Pour le renouvellement, l'agent doit faire sa demande au moins 1 mois avant la fin de la période de congé parental en cours. Sinon, il est mis fin automatiquement, à savoir que ce congé n'est pas rémunéré. Voici un tableau récapitulatif de la durée du congé parental. Le droit à la formation. Un agent contractuel a 2 formations obligatoires, la formation d'intégration et la formation de professionnalisation. Cependant, il en a des facultatives, telles que formation de perfectionnement, formation de préparation au concours ou examen et la formation personnelle. Nous allons voir plutôt les formations obligatoires de l'agent. La formation d'intégration concerne les agents qui sont recrutés sur un contrat permanent supérieur ou égal à 1 an. Pour les catégories A et B, ce sera 10 jours de formation, tandis que les catégories C sera 5 jours. La formation de professionnalisation concerne également les agents recrutés sur un contrat permanent supérieur ou égal à 1 an. Elle est divisée en 3 parties. La formation au premier emploi, la formation tout au long de la carrière et la formation suite à une prise de poste à responsabilité. Pour la formation au premier emploi, l'agent doit effectuer 3 à 10 jours de formation dans les 2 ans suivant la date de recrutement. Pour la formation tout au long de la carrière, l'agent devra effectuer 2 à 10 jours de formation sur une période de 5 ans. Et ensuite, pour la formation suite à une prise de poste à responsabilité, l'agent devra faire 3 à 10 jours de formation dans les 6 mois suivant sa prise de poste à responsabilité. Et ensuite doit continuer sur la formation tout au long de la carrière, c'est-à-dire 2 à 10 jours de formation par période de 5 ans. Passons désormais sur les obligations de l'agent. Nous verrons l'obligation de réserve, de neutralité, l'obligation de discrétion professionnelle ainsi que l'obligation du secret professionnel.
L'obligation de réserve, à savoir que pour cette obligation-là, il n'existe aucun texte ni jurisprudence. Mais elle signifie que tout agent public doit faire preuve de retenue dans l'expression de ses opinions personnelles à l'égard de ses collègues, de sa hiérarchie et de son administration. L'obligation de neutralité sur l'article L121-2 du Code général de la fonction publique signifie que tout agent public doit traiter de façon égale les personnes, respecter leur liberté de conscience et de dignité. L'obligation de discrétion professionnelle sur l'article L121-7 du Code général de la fonction publique signifie que tout agent public ne doit divulguer des informations concernant les missions, le fonctionnement et l'activité de l'administration. Cette obligation peut être levée si l'autorité territoriale en a pris la décision. L'obligation de secret professionnel sur l'article L121-6 du Code général de la fonction publique signifie que tout agent public ne doit divulguer des informations sur un tiers dont il a connaissance de par ses fonctions, par exemple sur la santé, la situation familiale ou le comportement d'un usager. Cette obligation peut être levée si la personne concernée l'a autorisée ou pour prouver son innocence. Cependant, elle est obligatoirement levée afin d'assurer la protection des personnes, exemple en cas de maltraitance, pour préserver l'ordre public, en cas de dénonciation de crime ou de délit, ou en cas de procédure de justice, pour des témoignages en justice. Les différents types d'emploi d'un agent contractuel. Il existe deux types d'emploi, soit l'emploi non permanent pour un besoin éphémère, ou soit l'emploi permanent pour un besoin durable, et dans ces cas-là, il y a nécessité d'inscription au tableau des effectifs. Ces deux emplois peuvent être soit à temps complet, c'est-à-dire que la durée du temps de travail correspond à la durée légale de travail, soit à temps non complet, c'est-à-dire que l'emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail. Attention à ne pas confondre avec temps plein et temps partiel. Le temps plein et temps partiel concernent que les agents recrutés sur un emploi à temps complet. Pour rappel, la collectivité devra saisir le comité social territorial si un agent recruté sur un contrat permanent bénéficie d'une modification de son temps de travail de plus de 10% de son temps initial. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les différents cas de saisine. Donc, il vous suffit d'aller sur notre site cdg10.fr dans Gestion des carrières, instance paritaire. Ensuite, vous dirigez sur Comité social territorial. Modification de temps de travail et voici les modèles de saisine. Sur notre site internet, vous pourrez retrouver une fiche sur les droits et obligations de l'agent. Donc, il vous suffira d'aller sur Gestion des carrières, notes et documents. Ensuite, droits et obligations. Et le premier fichier, fiche pratique, droits et obligations. Voilà. Nous passons maintenant sur les modalités de recrutement. Tout d'abord, il faudra que l'autorité identifie le besoin, qu'il soit permanent ou non. Ensuite, qu'il crée l'emploi, donc via une délibération. À savoir que si les mentions de la délibération créant l'emploi n'ont pas changé, il n'y a donc pas besoin d'en recréer une. Il faudra effectuer une vacance d'emploi de minimum 2 mois avant la date d'embauche. Elle n'est pas obligatoire pour certains contrats, tels que l'accroissement temporaire d'activité, l'accroissement saisonnier et en cas de remplacement d'un agent indisponible. Ensuite, il y aura réception et examen des candidatures, l'entretien d'embauche, une réponse positive ou négative au candidat et pour terminer, la signature du contrat au candidat retenu. Les mentions obligatoires du contrat.
Nous allons détailler ici l'un des modèles disponibles sur notre site Internet. Voyons les mentions qui devront figurer sur votre acte de recrutement afin de le sécuriser juridiquement. D'abord, nous voyons l'identité de chacune des parties. D'une part, la collectivité employeur, représentée par l'autorité territoriale, et d'autre part, le nom de la personne qui aura été retenue pour le recrutement. Viennent ensuite les différents visas relatifs au texte fondateur du recrutement par voie contractuelle, notamment le Code général de la fonction publique, avec l'article qui justifie le recrutement. Il convient de ne plus mentionner les lois fondatrices. Elles ont été abrogées le 1er mars 2022. Soyez vigilants à désormais bien indiquer le Code général de la fonction publique. Puis viennent les différents décrets. Vous viserez la délibération créant l'emploi permanent, en l'occurrence, dans le grade choisi, la catégorie hiérarchique, la quotité de temps de travail hebdomadaire. Vous décrivrez les fonctions de l'emploi et la date de prise d'effet du poste. Les considérants viennent étoffer le motif de votre recrutement. Vous devrez toujours constater le caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire, en l'occurrence sur l'emploi permanent. Et devant ce constat, vous justifierez le motif de votre recrutement par voie contractuelle. Il convient de penser à indiquer la déclaration de vacances d'emploi, qui est un acte légal obligatoire. Et bien sûr, vous indiquerez la candidature de la personne qui aura été retenue pour ce recrutement. Le cas échéant, les diplômes qui sont requis. Et ensuite viennent les différents articles. L'article 1er vient définir l'objet et la durée du contrat, notamment la période. Vous pouvez constater que, d'une part, nous mentionnons la durée déterminée et la période précisant les dates. À l'article 2 est fixée la période d'essai. Celle-ci n'est pas obligatoire, mais nous la recommandons vivement. Sa durée est modulée selon celle du recrutement. Voyons maintenant les contrats les plus fréquents. Ici vous est détaillé les différents motifs de recrutement d'un agent contractuel. Vous pourrez constater que pour chacun de ces articles, une délibération est obligatoire. Concernant la déclaration de vacances d'emploi et la transmission au contrôle de légalité des services préfectoraux, leur procédure dépend de la nature du recrutement. Voyons les emplois non permanents. D'une part, l'accroissement temporaire d'activité et d'autre part, l'accroissement saisonnier d'activité. Pour l'accroissement temporaire, vous pouvez recruter sur une période de 18 mois, 12 mois maximum. Quant à l'accroissement saisonnier, sur une période de 12 mois,
Le recrutement n'est possible que pour une durée de 6 mois maximum. Vous pouvez constater que sur ces 2 emplois, la déclaration de vacances et la transmission au contrôle de légalité ne sont pas obligatoires. Le contrat de projet. Nous pouvons faire appel au recrutement à un contractuel pour une action ou un projet identifié et limité dans le temps. Un contrat peut être conclu pour une durée de 1 an minimum et renouvelé jusqu'à une durée de 6 ans maxi. La déclaration de vacances et le contrôle de légalité sont obligatoires. S'agissant des recrutements sur emploi permanent, hormis le remplacement d'un agent fonctionnaire ou contractuel indisponible, tous les motifs que nous allons voir sont soumis, bien sûr, à la délibération préalable qui crée l'emploi, mais aussi à la déclaration de vacances et la transmission au contrôle de légalité. Sur un emploi permanent, peut être recruté un agent contractuel pour remplacer un agent momentanément indisponible. Il s'agit de l'article L332-13. La durée de l'engagement devra être calquée sur la période d'absence de l'agent remplacé et devra comporter notamment la date début et aussi la date de fin du contrat. Par exemple, pour un agent en congé maladie ordinaire, vous mentionnerez sur le contrat les dates semblables à celles de l'arrêt de travail présenté par l'agent absent. Vous pouvez momentanément recruter un agent contractuel en attente de la recherche d'un fonctionnaire. C'est l'article L332-14. Vous pouvez conclure un contrat d'1 an renouvelable dans la limite totale de 2 ans. Pendant cette période, vous devrez pouvoir justifier des recherches successives de recrutement d'un fonctionnaire. S'agissant maintenant des recrutements à titre permanent, c'est l'article L332-8, lequel est décliné en 7 alinéas. Le premier concerne l'absence de cadre d'emploi de fonctionnaires. Ce sont par exemple des emplois qui ne comportent aucun grade précis et qui ne sont inclus dans aucune filière. Par exemple, ce sera le cas d'un surveillant d'un centre de loisirs. Voyons maintenant les emplois permanents. Sur un emploi permanent, il vous est possible de recruter un agent contractuel temporairement. Voyons dans quel cas. Sur l'article L332-13, vous pouvez établir un contrat de remplacement lorsqu'un agent est momentanément absent. Il peut s'agir d'un agent en congé maladie ordinaire. Il pourra être remplacé sur la période d'absence correspondant à son arrêt de travail. Vous mentionnerez bien les dates de début et de fin du contrat de remplacement. Vous calquerez ces dates sur celles de l'arrêt de travail présenté. Pour ce recrutement, il n'est pas obligatoire d'effectuer une déclaration de vacances d'emploi. Vient ensuite l'article L332-14. Lorsque le recrutement d'un fonctionnaire s'est révélé infructueux, il vous est possible
de recruter temporairement un agent contractuel dans l'attente de pouvoir recruter un agent fonctionnaire. Sur ce type de recrutement, vous établirez un contrat jusqu'à une durée de 1 an, toutefois renouvelable dans la limite totale de 2 ans. Pendant cette période, vous devrez justifier, le cas échéant, de votre démarche infructueuse de recherche d'un agent fonctionnaire. Toujours sur les emplois permanents, voyons maintenant le recrutement à titre permanent. Celui-ci est régi par l'article L 332-8 du Code général de la fonction publique, lequel est décliné en 7 alinéas, chacun d'entre eux correspondant à un motif précis de recrutement. Sur l'alinéa premier, c'est en cas d'absence de cadre d'emploi d'un fonctionnaire. Ce cas est maintenant rarissime. Il peut s'agir, par exemple, d'un emploi qui n'est pas répertorié dans aucune filière ni dans aucun grade. Par exemple, un gardien de camping municipal. Sur l'alinéa 2, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment sur des emplois spécifiques. Exemple, dans la filière culturelle, sur un grade d'assistant d'enseignement artistique, si un fonctionnaire n'a pas pu être recruté, vous pouvez le faire par voie contractuelle pour une durée de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 années. Le troisième alinéa concerne la possibilité de recruter un emploi contractuel pour les communes inférieures à 1000 habitants et les groupements de communes inférieurs à 15 000 habitants. Le quatrième alinéa concerne spécifiquement la fusion de communes. Dans le département de l'Aube, nous ne sommes pas concernés pour le moment par ce motif. Cinquième alinéa. Il concerne les autres communes et groupements de communes, c'est-à-dire les communes égales ou supérieures à 1000 habitants et les groupements de communes dont la strate est égale ou supérieure à 15 000 habitants. Pour ces collectivités, il est possible de recruter à temps non complet pour une durée légale inférieure à 50% de la durée légale hebdomadaire. Par exemple, pour une durée de 35 heures hebdomadaires, ces collectivités pourront recruter sur des emplois maximum à 17h30 du temps légal. Le sixième alinéa est relatif à une décision qui émane d'une autorité qui s'impose à la collectivité. Par exemple, sur des emplois scolaires ou périscolaires. Il existe un septième alinéa que je vous détaillerai en fin de diaporama. L'article L 352-4 concerne particulièrement l'emploi de personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés. Sur cet article, la personne recrutée sera assimilée à un agent qui serait nommé stagiaire. Sur ce contrat, il est donc prévu une durée de 1 an, à l'issue de laquelle l'agent a vocation à être titularisé sur son emploi si tout se passe bien. Sinon, le contrat peut être renouvelé, le cas échéant, pour une durée d'1 an. Voyons maintenant le recrutement en contrat à durée indéterminée. Ce sont les articles L
332-9 et 332-10 qui détaillent les modalités de recrutement en CDI. Il intervient notamment lorsque l'agent a cumulé au minimum 6 années de service public effectif au sein de la même collectivité pour des emplois relevant de la même catégorie hiérarchique. Au-delà de 6 années, il n'est plus possible de renouveler l'engagement de l'agent par contrat à durée déterminée. L'employeur sera contraint, s'il souhaite garder son agent, de le placer en contrat à durée indéterminée. L'article L 332-12 concerne ce que nous appelons la portabilité d'un CDI. Par exemple, lorsqu'un agent est déjà en CDI dans une autre collectivité, l'employeur qui le recrute a la possibilité de lui garder le bénéfice de son CDI. Donc la période d'essai. La période d'essai permet à l'autorité d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions lui conviennent. La période d'essai n'est pas obligatoire mais vivement conseillée et doit être inscrite sur le contrat. Sa durée est fixée selon la durée du contrat. Pour un contrat inférieur à 6 mois, la période d'essai sera de maximum 3 semaines. Pour un contrat inférieur à 1 an, la période d'essai est de maximum 1 mois. Pour un contrat inférieur à 2 ans, maximum 2 mois de période d'essai. Et pour un contrat supérieur ou égal à 2 ans, maximum 3 mois de période d'essai. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa période initiale, mais doit être également mentionnée sur le contrat. Cependant, en cas de renouvellement de contrat, il n'y aura plus de période d'essai. La période d'essai est exclusivement sur le contrat initial. Nous allons désormais voir les différentes radiations des effectifs. Nous verrons la fin du contrat en cas de non-renouvellement ou de nomination stagiaire, en cas de démission, de licenciement, d'abandon de poste, de rupture conventionnelle, d'admission à la retraite et en cas de décès d'un agent. La fin de contrat suite au non-renouvellement. L'autorité doit notifier à l'agent son intention de renouveler ou non son contrat. Le délai de prévenance dépend de la durée du ou des contrats précédents, ne dépassant pas 4 mois d'interruption. La fin de contrat suite à nomination stagiaire. Un agent contractuel recruté sur un contrat permanent ayant reçu un concours sera inscrit sur une liste d'aptitudes d'accès à un cadre d'emploi dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe. Dans ces cas-là, il n'y a pas de déclaration de vacances d'emploi. Il pourra être nommé fonctionnaire stagiaire par l'autorité qui l'emploie au plus tard au terme de son contrat. La démission. Pour que la démission soit valable, l'agent doit faire sa demande exprimant de façon claire et non équivoque sa volonté de quitter son service. Sa demande doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception. Il faudra respecter le délai de préavis, décompter l'ancienneté jusqu'à l'envoi de la lettre en tenant compte de tous les contrats ne dépassant pas 4 mois d'interruption. Et ensuite, l'agent pourra bénéficier d'indemnités compensatrices de congés annuels s'il n'a pas pu les prendre pour cause de nécessité de service ou pour raison de santé. Donc par exemple, un agent qui est soumis à un préavis de minimum 2 mois, l'administration a reçu le courrier de démission le 25 septembre, le préavis débute le 26 septembre, la cessation de fonction se fera le 25 novembre au soir pour une radiation des effectifs au 26 novembre. Abordons maintenant le licenciement. Le licenciement peut être prononcé au cours ou au terme de la période d'essai. Il peut avoir différents motifs, parmi lesquels la faute disciplinaire, l'insuffisance professionnelle, l'inaptitude physique ou encore prononcé dans l'intérêt du service.
Le licenciement au cours ou à la fin de la période d'essai doit comporter un entretien préalable. L'employeur n'est pas contraint de respecter un préavis. Il n'y a pas de saisine obligatoire de la commission consultative paritaire. L'autorité territoriale notifie à son agent son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. Si le licenciement est prononcé au cours de la période d'essai, l'employeur doit motiver sa décision. Il n'y a pas de versement d'indemnité de licenciement ni d'indemnité de fin de contrat. La faute disciplinaire. Il existe une échelle de sanctions, parmi lesquelles l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonction, puis le cas échéant, le licenciement. Dans ce cas, le préavis n'est pas obligatoire. Il n'y a pas non plus d'indemnité de licenciement. L'agent est convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou en main propre. La saisine de la consultation consultative paritaire, la CCP, est constituée en formation spéciale relative au conseil de discipline. Dans ce cas, elle est présidée par un magistrat du tribunal administratif. Enfin, un arrêté de licenciement sera prononcé. L'insuffisance professionnelle. Celle-ci doit être motivée par l'autorité territoriale. Elle est basée sur les capacités professionnelles de l'agent. Celui-ci est convoqué à un entretien avec son supérieur hiérarchique ou son employeur. L'autorité territoriale doit saisir la CCP. Au vu de l'avis rendu par celle-ci, l'employeur prendra un arrêté de licenciement. L'inaptitude physique. Préalablement, l'employeur propose à son agent un reclassement dans un autre emploi au sein de sa collectivité. Si celle-ci n'est pas possible, il y aura reconnaissance de l'inaptitude physique définitive par un médecin agréé. Un entretien aura lieu avec l'agent. L'employeur saisira la CCP. Celle-ci rendra son avis. Puis, l'employeur prendra un arrêté de licenciement avec préavis. Le licenciement prononcé dans l'intérêt du service. Qu'est-ce que l'intérêt du service? Bien, par exemple, lorsque survient une disparition du besoin ou une suppression de l'emploi concerné, ou bien encore la transformation du besoin ou de l'emploi. Il peut s'agir également du recrutement d'un fonctionnaire. Également, le refus par l'agent d'une modification substantielle de son contrat. L'impossibilité de réemployer l'agent suite à un congé sans rémunération. Là encore, l'employeur doit proposer à son agent un entretien préalable. Il doit lui proposer également un reclassement. Si cela n'est pas possible, l'autorité saisira la CCP, laquelle rendra son avis, puis l'employeur prendra un arrêté de licenciement avec préavis. Qu'est-ce que l'abandon de poste?
L'abandon de poste doit résulter d'une absence volontaire, prolongée et continue d'un agent. Cette absence doit s'avérer irrégulière d'une part et injustifiée d'autre part. L'autorité territoriale, tout d'abord, constate l'absence de son agent. Elle doit avoir essayé d'entrer à plusieurs reprises en contact avec cet agent. Elle fait ensuite le constat avéré d'une absence volontaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur met son agent en demeure de reprendre son service. Si l'agent ne le reprend pas malgré le délai fixé dans cette lettre, il pourra alors prononcer un arrêté de radiation des effectifs. Attention, les congés annuels non pris seront alors considérés comme perdus et ne donnent droit à aucune indemnité compensatrice. Rupture conventionnelle. Concernant les agents contractuels, la rupture conventionnelle n'est possible que pour les agents sous contrat à durée indéterminée. La cessation du dit contrat sera prononcée définitivement d'un commun accord. Il y a généralement négociation pour l'octroi d'une indemnité. La mise à la retraite. La retraite est prononcée à la demande de l'agent dès que celui-ci a atteint l'âge minimum légal. La retraite peut aussi être prononcée d'office si l'agent a atteint la limite d'âge de 67 ans révolus, sauf exception légale de certains cadres d'emploi. Toutefois, suite à la réforme des retraites, sur autorisation de l'employeur, l'agent peut être maintenu en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans. Le décès. Suite au décès d'un agent, des prestations sociales peuvent être octroyées pour les ayants droit. L'autorité territoriale prend un arrêté radiant l'agent au lendemain du décès constaté par le médecin. Hormis en cas de décès, ici sont répertoriés les différents motifs de radiation des effectifs. Pour chacun d'eux, l'employeur doit remettre à son agent une attestation pour France Travail ainsi qu'un certificat de travail récapitulant les périodes et durées de son recrutement. Dans la colonne de droite sont listées les indemnités pouvant être octroyées le cas échéant. L'entretien professionnel. Tout d'abord, sur notre site internet, nous avons mis en ligne des guides concernant l'agent évalué et l'évaluateur. Donc, ces deux guides se trouvent dans Gestion des carrières, notes et documents, droits et obligations. Et voilà, vous retrouverez ces deux guides ici que vous pouvez consulter quand vous souhaitez. Pour rappel, l'entretien professionnel est obligatoire depuis 2015. Il remplace la notation par une appréciation de la valeur professionnelle. Cet entretien est supervisé par le supérieur hiérarchique de l'agent et donnera lieu à un compte-rendu. Cet entretien concerne les agents en CDI, en contrat projet ou recrutés sur un contrat permanent supérieur à 1 an. Il est à faire tous les ans en fin d'année afin que les objectifs restent sur une année civile. Les thèmes obligatoirement évoqués sont les résultats professionnels obtenus, l'évaluation des compétences professionnelles, les formations effectuées et à venir, la détermination des objectifs à venir, ainsi que la perspective d'évolution professionnelle. Le supérieur hiérarchique doit transmettre à l'agent, minimum 8 jours avant l'entretien, sa convocation, sa fiche de poste, ainsi que la trame de l'entretien professionnel. Donc le jour J, l'entretien se passe.
Dans les 15 jours suivant l'entretien, si l'agent donne son accord, l'entretien professionnel est visé par l'autorité territoriale qui ensuite l'archive dans le dossier individuel de l'agent. En cas de refus de l'agent, l'autorité a 15 jours suivant la demande de révision pour accepter ou refuser. En cas de refus, l'agent a un délai de 1 mois pour faire appel à la CCP. La commission consultative paritaire ou CCP. Parmi ses membres, elle comprend à part égale des élus des collectivités territoriales ou établissements publics, ainsi que des représentants du personnel. Parmi les membres élus des collectivités est désigné le président de cette commission, à savoir qu'un suppléant doit être appelé en cas d'absence d'un titulaire. Les différents cas de saisine requis pour la CCP. En cas de licenciement pour inaptitude physique définitive, licenciement pour insuffisance professionnelle, licenciement dans l'intérêt du service et licenciement pour motif disciplinaire. Vous pourrez avoir accès sur notre site au calendrier prévisionnel et les formulaires de saisine des séances. Le déroulement d'une CCP. La CCP peut être saisie par l'employeur ou bien, dans certains cas, par l'agent lui-même. Parmi la procédure, d'abord l'envoi du dossier au secrétariat de la CCP, instruction de ce dossier et inscription à l'ordre du jour. Au minimum 15 jours avant la réunion prévue, des convocations doivent être envoyées aux membres titulaires ainsi que l'ordre du jour. Après la réunion et avoir rendu son avis, un procès-verbal sera établi au maximum 1 mois après. Il y aura différents types d'envois. L'envoi de ce procès-verbal au président ainsi qu'au secrétaire de séance, l'envoi au contrôle de légalité et approbation de ce procès-verbal par les membres de la CCP lors de la séance suivante. D'autre part, l'avis de la commission sera envoyé à la collectivité employeur ainsi qu'à l'agent. Au vu de cet avis, la décision reviendra à l'autorité territoriale. Si cette autorité ne suit pas l'avis de la commission, elle devra en informer les membres dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cet avis. Et elle devra également motiver son refus le cas échéant. Quelques informations sur la revalorisation récente du métier de secrétaire de mairie. Suite à la loi numéro 2023-1380 du 30 décembre 2023, il y a désormais la revalorisation du métier de secrétaire de mairie. Un volet concerne la promotion interne qui ne sera pas abordé dans ce diaporama. Concernant la revalorisation de ce métier, intervient désormais un changement de dénomination. En effet, le métier de secrétaire de mairie est requalifié en secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants. Depuis le 1er janvier 2024, la loi autorise les communes de moins de 2 000 habitants à recruter des agents contractuels sur un emploi permanent de secrétaire général de mairie. Des dispositions sont mises en place de façon transitoire jusqu'à la date du 31 décembre 2027
pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie. Ainsi, dans les communes inférieures à 3 500 habitants, le maire peut nommer soit un agent en qualité de secrétaire général de mairie pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie, soit un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. À compter du 1er janvier 2028, les secrétaires généraux de mairie devront relever obligatoirement d'un cadre d'emploi de catégorie B dans les communes de moins de 2000 habitants et de catégorie A dans les communes égales ou supérieures à 2000 habitants. L'article L 332-8 du Code général de la fonction publique est complété par un septième alinéa ainsi rédigé pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2000 habitants. Pour rappel, cet article concerne les emplois contractuels sur des emplois permanents. À bientôt sur notre site www.cdg10.fr, par téléphone au 03 25 73 58 01 ou par courriel à statut.carrière@cdg10.fr. Nous vous remercions pour votre attention.